Bonjour, donc je suis Lydia Bruno, directrice de la faculté d'éducation, et je viens aujourd'hui vous présenter mes métiers d'enseignement, les métiers d'enseignement pluriel, puisque je viens vous parler du parcours et pour devenir professeur des écoles, des écoles d'enseignement dans le premier degré, c'est-à-dire de 3 ans, ou de 2 ans et plus, au 10 ans, c'est la maternelle petite section au CM2. Et quelquefois aussi au collège, quand on est professeur des écoles dans le CEPA. Et puis le métier de professeur second degré, collège, lycée, lycée généraux, lycée pro, lycée technique. Et également, très rapidement, le parcours pour les documentalistes et les CPE. C'est vraiment vous expliquer quel type de parcours c'est. Bien. Alors, pour toute première chose, c'est vous êtes à Bagnoles, vous êtes en Gard. Si l'année prochaine, vous êtes dans une université de l'Académie de Montpellier, je crois que ce qui est important à vous montrer, c'est vous expliquer quelles sont les universités qu'il y a dans l'Académie de Montpellier. Donc, les universités de l'Académie de Montpellier, il y a la plus grosse université de l'Académie de Montpellier, c'est l'UM, ce qui veut dire Université de Montpellier, avec ce gros logo là, rouge que vous avez peut-être déjà vu. L'Université de Montpellier, qui s'appelle l'UM, c'est 50 000 étudiants, et c'est une des plus grosses universités de France. Et cette université a 17 composants, et nous faisons partie. Moi, je suis directrice de la faculté d'éducation à Nîmes, et nous faisons partie d'une des 17 composantes de l'Université de Montpellier. Les composants de l'Université de Montpellier ne sont pas tous à Montpellier. À Nîmes, il y a la faculté de médecine, qui dépend de l'Université de Montpellier. Si vous faites médecine, vous serez étudiant de l'Université de Montpellier. Il y a l'IUT, et puis il y a la faculté d'éducation. Ça, c'est la première université en taille qui est dans l'Académie de Montpellier. Alors, deuxième université dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'université de Nîmes à Nîmes, qui s'appelle l'UNIM, et qui n'est que à Nîmes, avec donc le logo du Nîmes en haut à droite. Ensuite, vous avez l'université Paul Valéry, qui est une autre université à Montpellier. L'université Paul Valéry, elle va former aux lettres, en psycho, en sociaux, en langue, en cinéma, enfin tout ce qui est pratique artistique également. Et l'université Villa Domitia à Perpignan, dont vous connaissez probablement moins parce que c'est plus loin, qu'on appelle également l'UPVD. Alors, donc voilà, si vous êtes l'année prochaine dans une université de l'Académie de Montpellier, vous serez dans une de ces universités-là. On peut passer à la diapo suivante. Alors, nous sommes la faculté d'éducation, nous sommes une des 17 composantes de l'Université de Montpellier. Et nous sommes, une spécificité, donc, c'est que cette composante-là, elle est répartie sur 5 sites, sur les 5 départements. C'est-à-dire que moi, je suis directrice responsable du site de Nîmes, mais il y a la même chose à Perpignan, à Mende, à Carcassonne et à Montpellier. Et on propose tous les mêmes formations. À Montpellier, on en propose un peu plus, mais autrement, sur les autres sites, on propose tous les mêmes formations. Ça, c'est des photos des sites. Vous ne voyez rien, ce n'est pas très intéressant. Je vais vous présenter, donc vous expliquer le parcours, le principe du parcours pour devenir professeur des écoles, ce qu'on appelait autrefois instituteur institutrice et qu'on appelle encore comme ça, mais ça fait 15 ans que ce nom a changé, que ça, 25 ans que ce nom a changé. Ou alors quand on est professeur des lycées et collèges, c'est un autre parcours et une autre formation. Quand on est conseiller principal d'éducation, quand on est professeur documentaliste. Quand on veut choisir un de ces métiers, on a un référentiel de compétences professionnelles qui est commun à tous ces métiers, le professorat et l'éducation. Donc, il y a 19 compétences identifiées. Je ne vais pas toutes les citer parce que c'est un peu long. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est ce référentiel qui a été regroupé en champ de compétences, notamment pour ce qui concerne les compétences des enseignants. Donc, le premier grand point qu'on demande à un enseignant, alors là, quand je vous dis qu'on demande ça, ça veut dire qu'en fin de formation, pour valider votre formation pour devenir enseignant, il faut que vous puissiez répondre au fait que vous avez acquis, évidemment en termes de débutant, ces compétences-là.
Donc, compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels de son environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, vous travaillez dans des structures que vous devez connaître, tant d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire quels sont les programmes à appliquer, quels sont le cadre réglementaire à appliquer, quels sont les horaires, les volumes de cours, etc. Aussi également l'histoire de votre école et de l'institution générale, et évidemment les connaître et les respecter. C'est la base. Un autre grand champ de compétences très important, c'est les compétences relationnelles de communication et d'animation. Le métier d'enseignant est un métier évidemment éminemment, et le CPE est un métier fondamentalement de communication, hein, puisque bien sûr vous savez des choses que vous allez transmettre à vos élèves, et surtout vous allez leur donner envie d'apprendre quelque chose. Leur donner envie d'apprendre quelque chose, ça passe par des qualités de communication absolument indispensables. Et puis il y a la communication entre vos élèves et vous, mais également avec les collègues, également avec les parents, etc., etc. Alors, ce troisième point est tout à fait fondamental quand on est enseignant, c'est les compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique. Si vous voulez enseigner une discipline, la base, c'est de maîtriser évidemment les contenus de cette discipline. La didactique, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu compliqué. Pour le dire de manière un peu savante, la didactique, c'est la transposition des savoirs savants, savoir enseigner. Ça veut dire quoi? Si vous savez lire et très bien lire, vous savez très bien lire, ce n'est pas pour autant que vous savez apprendre à lire un mot. Si vous savez résoudre un problème de maths complexe, ce n'est pas pour autant que vous savez apprendre à un enfant à poser et calculer une soustraction. Et a fortiori, par exemple, une soustraction avec retenue, ou une soustraction avec retenue et des décimaux. Et ça, cet apprentissage de l'apprendre à apprendre, ça s'appelle la didactique. Hein, c'est-à-dire que comment j'apprends un élève à apprendre à lire, à comprendre, à calculer, à raisonner, à prendre la bonne donnée du problème, à savoir lire une carte, etc., etc. Un autre élément complètement fondamental, c'est les compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de situations d'apprentissage et d'accompagnement des élèves diverses. Alors, la pédagogie, c'est totalement transversal, c'est-à-dire que ça va de la didactique, par exemple, c'est disciplinaire. La didactique, c'est la didactique de la lecture en CP, la didactique des maths en terminale, la didactique de la comptabilité en seconde, par exemple. Voilà. La pédagogie, c'est transversal, c'est-à-dire que c'est les mêmes problèmes pour toutes les classes, pour toutes les disciplines. Par exemple, la différenciation. J'ai dans ma classe, on rêve tous d'avoir des classes homogènes avec des élèves tous au même niveau. C'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, comment vous retrouvez dans une classe où vous avez des élèves, je pense à une classe de CM1 par exemple, vous avez des élèves qui sont très très bons lecteurs et d'autres qui ne savent toujours pas lire, parce que ça arrive. Mais il faut gérer cette différence, cette hétérogénéité, en mettant en place des dispositifs qui font que celui qui ne sait toujours pas lire va aller vers la lecture et celui qui dit très bien ne va pas s'oublier et va développer encore plus ses compétences de lecture. Ça peut être ça par exemple, ça peut être l'évaluation, comment j'évalue, qu'est-ce que j'évalue, etc. Ça peut être l'enrôlement des élèves, c'est ça la pédagogie, comment j'intéresse les élèves, comment ils ont tous envie d'apprendre d'aller vers les apprentissages que je leur propose. Ça peut être l'autorité que j'ai envers les élèves. Parce que par exemple, pas des 3 ans ou des 9 l'autorité, il se pose à tous les âges. L'autorité, ce n'est pas une classe soit silencieuse et le petit gars de la culture du pantalon, c'est simplement d'avoir une classe qui est dans l'écoute, dans le respect mutuel de ce que les uns et les autres ont à dire et ont à montrer. L'item suivant, compétences relatives à l'usage de la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Bon, ça, c'est quelque chose qui commence à dater un petit peu parce que ça vous paraît évident, mais voilà, simplement à maîtriser tous ces outils indispensables aujourd'hui. Et enfin, alors là, on ne voit pas tout à fait parce que c'est un peu caché, mais compétences d'analyse et d'adaptation de sa pratique professionnelle en tenant compte des évolutions du métier. Vous n'êtes pas, quand on est enseignant, on n'est pas un simple exécutant. C'est-à-dire qu'on fait une classe, on fait des cours et on réfléchit. Quand on a fait classe, c'est pas ce qu'on a fait. Est-ce que ça a bien marché? Oui, ça a bien marché, ça a plutôt bien marché. Pourquoi ça a bien marché? Et c'est là qu'il faut être capable de comprendre pourquoi ce que je viens de faire a bien fonctionné, pourquoi je viens de passer une heure avec les élèves, c'était la catastrophe, ils n'ont rien appris, ils n'ont pas écouté, ils ont parlé, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce que j'ai mal expliqué la consigne? Est-ce que, etc., etc.
Et cette capacité d'analyse, elle est absolument indispensable pour pouvoir l'activité et surtout évoluer. Parce qu'autrement, on peut rester dans les constats, bah oui, ça va marcher. Ça va marcher, bah, la fois prochaine, ça ne marchera toujours pas, s'il n'arrive pas à comprendre et trouver pourquoi ça marche. Donc voilà ce qu'on va demander à un enseignant et pour une partie aussi à la CPE dans les compétences professionnelles de ces métiers d'enseignant. Alors, pour être enseignant, il faut d'abord faire une licence. Une licence, je vous rappelle que votre premier diplôme d'enseignement supérieur, c'est pas. Ensuite, le deuxième diplôme d'enseignement supérieur, c'est la licence, comme on est en universitaire. Licence, c'est 3 années, c'est 3 années. Donc, le diplôme, pour rentrer à l'université, le diplôme que vous allez avoir, c'est au bout de 3 ans. Si vous arrivez avant les 3 ans, vous n'êtes pas diplômé. C'est comme si vous arrêtiez une année en terminale sans passer votre bac. Donc, il y a un niveau bac, niveau terminal, peut-être, mais pas le bac. Si on s'arrête en cours de licence, on a un niveau licence, une licence 1, licence 2, mais on n'a pas de licence. On n'a pas un diplôme de licence. Après la licence, il faut faire un master. Le master, c'est en 2 ans. Donc, la première année de master, quand on a un master MEF, métier d'éducation, d'enseignement et de la formation. Dans ce master-là, on va avoir, je parle du premier degré comme du second degré, pour les formations d'enseignants, on va avoir une formation disciplinaire sur la discipline concernée quand on choisit une licence, quand on veut aller en collège ou lycée, et quand on veut être professeur de l'école, on va tout enseigner comme discipline. Donc, on va avoir une formation disciplinaire sur toutes les disciplines que vous avez apprises à l'école, maths français, sciences, histoire géo, EPS, langue vivante, je suis en train d'en oublier. Voilà, l'ensemble des disciplines. D'accord. Vous avez également une formation professionnelle, vous avez un stage, vous avez 6 semaines de stage dans l'année. Et ça, c'est un cadrage national. Ce n'est pas notre université qui ça, c'est le cadrage national. En master métier d'enseignement d'éducation et de la formation, vous avez, pour les CPE, c'est pareil, hein, vous avez 6 semaines de stage en master. Ensuite, vous avez le master 2, où là, vous allez avoir toute une formation didactique, c'est-à-dire que vous allez apprendre, là, vous allez apprendre à faire des adaptations aux élèves, à les concevoir des séances et des séquences, et pédagogique également. Et le stage est beaucoup plus important, puisque là, vous êtes à tiers-temps en stage, en classe. Donc, c'est 1 jour par semaine dans l'Académie de Montpellier, ça fonctionne comme ça, 1 jour par semaine. Soit je suis toute seule dans la classe en responsabilité, je suis payée comme tel, comme contractuelle, parce que j'ai postulé pour être contractuelle et que j'ai été recrutée. Et dans ce cas-là, je vais dans ma classe, je prépare ma classe, je fais classe, j'évalue, etc. Soit, si je ne veux pas être toute seule dans la classe et où je n'ai pas été recrutée, je suis chez ce qu'on appelle un enseignant d'accueil, un maître d'accueil, et vous êtes toujours dans la classe toute la journée, mais vous faites classe avec son aide, et vous observez, vous concevez des séances avec lui, vous faites des séances devant lui, etc. Devant lui. Donc ça, c'est 1 jour par semaine, et puis d'autres jours de stage coupés dans l'année. C'est très important. Vous avez également un mémoire à faire, puisque l'initiative à la recherche, en master, on a toujours, c'est dans tous les masters de France et de Navarre, on a un mémoire à rédiger et à soutenir. Un mémoire qui fait entre 40 et 35, on va dire 35 et 55 pages, sur une problématique qui vous intéresse, une question professionnelle liée à l'école, liée au collège, liée à la pratique professionnelle, avec lié à un cadre théorique de chercheurs que vous avez amplement travaillé aussi en master 1, et vous travaillez sur des expériences que vous mettez en place, par exemple, et vous écrivez, produisez un travail de recherche sur une situation donnée. Master 2. Après, à l'issue du Master 2, vous allez passer le concours. Dans les concours d'enseignants et CPE, vous avez des épreuves d'admissibilité. Et si vous êtes pris après ces épreuves d'admissibilité, on fera un certain nombre de candidats, vous avez les épreuves d'admissibilité. Et ensuite, vous avez une entrée dans le métier, vous êtes professeur d'école stagiaire en France, la fonction publique, c'est une année, à partir du moment où on passe un concours de la fonction publique, pendant 1 an, on est stagiaire, et au bout d'1 an, on est titularisé. On est titularisé et on est donc fonctionnaire on est une fonctionnaire de la fonction publique en France, c'est-à-dire qu'on a un poste assuré sur toute sa carrière. Sauf si on fait grosse bêtise.
Concrètement, c'est une des forces de la fonction publique, c'est quoi? La poste assurée toute seule. Ce qui veut dire que je réussis mon concours, j'ai une année de stage où je suis livré à moi-même, en classe. En classe. Voilà. Tout à fait. Et j'organise vraiment mes cours. Tout à fait. Mais je ne suis pas livré à moi-même parce que j'ai été formé en Master 1 et Master 2. Bien sûr. Et que je suis accompagnée par l'équipe de formateurs, on va dire, qui vient me voir de temps en temps dans la classe. Alors, pour repréciser les choses, si je veux être professeur des écoles, hein, dans le premier degré, je vous rappelle, maternelle CM2, il faut donc que je sois titulaire d'un Master 2 ou d'un équivalent Bac+5, et si je veux être fonctionnaire, je dois être lauréat du CRPE, qui est le concours de recrutement de professeurs des écoles. Ce concours, pour les premiers degrés, il est académique. Ça veut dire que je choisis dans quelle académie je veux passer. Je vais choisir de passer dans l'académie de Montpellier, par exemple. Si vous décidez de quitter l'académie de Montpellier, c'est pour être enseignant dans le Gard, dans l'Hérault, dans les PO, la Pyrénées-Orientales, dans l'Aude ou en Lozère. Après, en fonction de votre place au concours, vous faites des vœux. Ben moi, je passe à l'académie de Montpellier, mais je vous adapte. Mon vœu, c'est d'être dans le Gard. Et si vous êtes bien placé au concours et qu'il y a de la place, vous serez nommé dans le Gard. Si vous n'êtes mal placé au concours et qu'il n'y a plus de place dans le Gard, vous serez nommé dans un autre département. Après, vous pourrez demander votre mutation, mais dans un premier temps, vous serez dans un autre département. Oui. Je suis prioritaire si j'habite dans l'académie? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune priorité. Là, c'est un concours. Il faut. Ça n'a rien à voir avec le lieu d'habitation. On peut choisir, oui. Non, peut-être que mon diaporama n'a pas assez clair. Le master, c'est 2 ans. Master 1, master 2. Voilà, c'est la diplomation, le diplôme du master dure 2 ans. Quand on dit master 1, c'est la première année de master, pardon, dans notre jargon. Et master 2, c'est 2e année de master. J'aurais dû l'écrire autrement, vous avez raison. Donc, je corrigerai, c'est merci pour votre remarque, parce que c'est tout à fait pertinent. Donc, on choisit son académie. Hein, on ne peut pas passer le concours dans plusieurs académies parce que l'écrit est le même jour pour toutes les académies. Mais on peut, voilà, choisir son académie. Alors après, on l'a choisi en fonction de tas de motifs différents. Mais un des critères de choix, c'est le taux, la difficulté en fait de réussite au concours. Par exemple, l'Académie de Montpellier est une académie plutôt difficile ou très difficile à obtenir. Il y a à peu près 20% d'admis sur le nombre de candidats. L'Académie de Rennes, encore plus, l'Académie du Conseil est à 60% d'admis. Donc, quand vous décidez de passer le concours dans une académie, il faut aussi vous dire que ça veut dire que vous décidez de passer une partie de votre vie dans cette académie-là. Parce que si vous partez, par exemple, vous dites, je ne suis pas très fort, je vais absolument avoir le concours, je sais qu'il est plus facile à Créteil, je vais passer à Créteil, mais je vais aller travailler à Créteil. Je ne pourrais pas revenir à Montpellier au bout de 2 ans parce que je vais faire une mutation. Parce que le principe de ces concours académiques, c'est que pour ensuite avoir une mutation, il faut que l'académie qui vous a recruté accepte de vous laisser partir. Comme à Créteil, il manque énormément d'enseignants, ils n'ont pas très envie de vous laisser partir. Donc voilà, c'est une des réflexions qu'on peut avoir. Et on a des étudiants qui on peut s'inscrire dans plein d'académies différentes, et on passera le concours que dans une seule académie, et donc de réfléchir à des finalement, compte tenu de résultats, etc. Je ne vais pas le passer à Montpellier, je vais plutôt le passer à Clermont-Ferrand, à Aix, à Grenoble, etc. Les taux de réussite qui sont sur Internet sont très faciles à voir. Bon, ça, c'est le premier degré. Dans le second degré, c'est un peu différent. Alors, on est toujours sur un master maître, mais un master maître qui va être un master disciplinaire, évidemment, un master maître anglais, un master maître, etc. Il y a toujours un Bac+5. Par contre, là, on a plusieurs types de concours. On a le concours de certifié, comme le CAPES pour l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement secondaire, mais c'est pour être enseignant du collège au lycée en enseignement général. Ensuite, on a les concours de certifié CAPES, c'est pour l'enseignement technologique. Donc là, c'est pour aller au lycée.
Et le KPLP, c'est pour les enseignements lycées professionnels. Et puis, je vais oublier dans la il y a aussi un cours spécifique pour les professeurs d'EPS, ça s'appelle le KPS. Donc ça, c'est des concours pour être dans le second degré. Donc il y a des concours de certifiés, et puis il y a les concours, il y a aussi l'agrégation, qui est le même type de concours, mais qui est beaucoup plus dur, qui a beaucoup moins de place pour le nombre de candidats. Et ça veut dire que les candidats qui réussissent ont un niveau vraiment excellent. Et c'est en général pour ceux qui veulent enseigner en classe prépa ou à l'université. D'accord ? Alors, ces concours-là, ils sont nationaux. Et je passe le concours en tout cas pour le CAPES, pardon, pour enseigner du collège au lycée. Hein? Une fois que j'ai un CAPES d'histoire géo, je peux être nommé au collège ici à Bagnoles ou au lycée ici à Bagnoles. D'accord ? Et par contre, c'est un concours national, c'est-à-dire que je peux être nommé dans toute la France. Après, je vais faire des vœux de zone pour être pas trop loin de chez moi ou dans telle ou telle région, mais c'est un concours national. Oui. D'abord, puis le CAPES, on peut se retrouver dans un lycée et faire des cours technologiques. Alors, après, si c'est des matières, par exemple, si vous avez un CAPES de biochimie, vous allez vous serez en lycée techno pour les épreuves de biochimie, pour la discipline de biochimie. Après, ce qui se passe aussi, c'est quelquefois, là où ces formateurs-là, ces profs-là peuvent aussi enseigner la bio ou enseigner la chimie, etc. Ça peut aussi se travailler comme ça. Alors, au lycée pro, pour le KPLP, ce sont des concours, souvent, ce sont des concours à discipline. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la histoire géo, le maître. En fait, on passe une double discipline. Alors, quelle autre différence? Par rapport au devenir enseignant pour le premier degré, on est 24 heures par semaine devant l'élève. D'accord? Puisque la classe est 10 heures par jour, 4 jours par semaine. Pour le second degré, quand on est certifié, c'est 18 heures par semaine devant l'élève. Et pour les agrégés, c'est 15 heures par semaine devant l'élève. Et les agrégés sont mieux payés que les certifiés. Alors, cela dit, ce n'est pas du tout en train de vous dire que c'est seulement ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on peut aisément doubler le nombre d'heures à faire dans la semaine. Et comme vous, ce que vous voyez, c'est vous voyez vos profs dans la journée, d'accord, l'heure de cours, et cette heure de cours, ils ont mis un certain temps à la préparer. D'accord? C'est-à-dire qu'un professeur, il ne fait pas son livre en tiens, je vais prendre le cours, je vais l'ouvrir page 30, et puis prendre l'exercice page 12, et puis c'est facile. Et qu'il faut concevoir, préparer ses séquences de cours, préparer ses situations d'apprentissage, dire comment va se dérouler l'heure, qu'est-ce que je vais faire en premier, comment je vais les enrouler justement, comment je vais les mettre au travail, puis comment je vais évaluer, puis comment je vais faire le retour, etc. Après, il y a évidemment toutes les corrections, et notamment, je pense à la question de l'agrégation, quand on est prof agrégé en classe prépa, les dissertations de classe prépa, ça demande une demi-heure ou une heure de correction par copie. Et donc, ça demande, ça travaille aussi important. Ce temps présent devant l'élève n'est qu'une partie du temps du travail d'un enseignant. Donc, si la motivation de devenir enseignant, c'est de dire que ça va être très cool dans votre temps de travail sur l'année, c'est une mauvaise motivation, c'est erroné, vous vous trompez, surtout ne pas faire ce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps aussi. Contrairement à ce qui peut se dire dans la société. Alors, pour le métier de professeur des écoles, comment je deviens professeur des écoles? Je peux faire n'importe quelle licence disciplinaire, d'ailleurs, puisque toutes les disciplines sont enseignées à l'école primaire. D'accord? Ensuite, mais il faut que j'ai cette licence pour pouvoir rentrer en master. Il faut que j'ai un bac plus 3 pour pouvoir rentrer en master. D'accord? Et pour être bien préparé, il faut que j'aille en master MEF, métier d'éducation, d'enseignement et de la formation, premier degré, et qui est préparé donc chez nous à Nîmes, mais sur les 5 sites,
sur les statistiques. Dans l'Académie de Montpellier, nous sommes les seuls à préférer le métier de professeur des écoles. C'est-à-dire que le master est en licence et en master même. Je vais parler de la licence après. Donc, ce master même, il existe sur les 5. D'accord, plus des concours de culture lors régionale à Carcassonne et donc Occitan et Catalan à Carcassonne et à Perpignan. Alors, ça c'est totalement anecdotique. Pour le concours, alors déjà, tous les concours de la fonction publique, vous devez être de nationalité française dans les conditions. Vous ne devez pas avoir de casier judiciaire. Vous savez, il y a plusieurs cas dans le casier judiciaire, je ne sais pas si vous le savez. Alors, il y a des cas qui ne sont pas très graves, d'autres qui sont très graves. Donc, si vous avez tué quelqu'un, vous ne serez jamais fonctionnaire en France. C'est interdit. Vous devez être détenteur du BSC1 ou l'attestation au premier secours. Vous devez avoir une attestation, en fait, l'attestation qui est censée pouvoir, si nécessaire, nager, éventuellement aller récupérer petits qui seraient dans l'eau, notamment ou dans les classes vertes. Donc, le concours, il y a des épreuves d'admissibilité. Les épreuves d'admissibilité, c'est une épreuve écrite en maths de 3 heures qui évalue votre niveau de connaissance en maths. Alors, on n'est pas du tout sur la didactique. Alors, quel niveau vous avez? Pour que vous ayez une ordre d'idée, on attend de vous à peu près un niveau seconde. Ce n'est pas non plus un niveau super élevé. Une épreuve de 3 heures en français, même chose, on évalue votre niveau en français, et une épreuve dans une discipline que vous choisissez, le long du concours, soit histoire géo, soit sciences, soit art. Et là, il y a une épreuve et disciplinaire et didactique. Pardon. On va évaluer, on va vous poser des questions sur la manière de mener une leçon d'histoire géo en sciences. Ça, c'est l'admissibilité. Si vous êtes admissible, vous allez passer aux épreuves d'admission. Et là, ce ne sont que des oraux. Donc, il y a un oral maths et français. Vous allez présenter une séance. En école primaire, on ne parle pas de cours, on parle de séance. Une séance en maths et une séance en français, à l'oral. Vous aurez un autre oral, vous allez présenter une séance en EPS. Et un oral professionnel vous allez présenter rapidement votre parcours et puis on va vous donner des études de cas, on va vous donner un cas d'école. On va vous demander de répondre à ce cas. Là, on est sur la pédagogie, plutôt. Et pour que vous nous montriez comment vous êtes capable de réfléchir aussi avec les textes, etc., sur comment répondre à telle problématique. Et enfin, une épreuve optionnelle, qui est très intéressante à prendre, c'est un concours, donc on ne prend que des points dans cette épreuve optionnelle, de langue vivante, vous choisissez votre langue, qui est en même temps disciplinaire, c'est-à-dire qu'on évalue votre niveau en langue, et en même temps didactique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de mener une séance de langue vivante à l'école. Qu'est-ce que vous proposeriez? Et là, c'est tous les points qui comptent, donc on peut vous dire que tout ce qu'on peut ramasser, il faut le prendre en place. Ça, c'est donc le concours du premier degré. Pour les concours du second degré, je ne donne pas les indications ni de plan, etc., parce que c'est très vaste. Donc, si ça vous intéresse, je vous explique après comment vous vous renseignez sur ces concours du second degré. Sur les disciplines, sur les épreuves précises du concours du second degré. Alors, il y a un élément qui me paraît très important à prendre en compte pour vous, si vous devenez enseignant, c'est la diversité des postes. Si vous êtes enseignant dans le premier degré, entre enseigner en maternelle à 3 ans, ou enseigner en CM2 à 10 ans, ou enseigner en CP1, on est dans des mondes différents. Même si on a les classes à 3 ans ou à 10 ans, on n'est pas avec les mêmes personnes. Évidemment, ce n'est pas les mêmes âges, mais du coup, c'est quasiment des métiers différents. Donc, déjà, simplement changer de niveau, vous changez complètement d'horizon. Si vous êtes dans une petite école rurale à 3 classes, à 2 niveaux, 3 niveaux, vous savez, ces petites écoles où il y en a plein, ici, je suis dans l'usage, il y en a plein dans l'usage, il y en a plein dans la campagne. Mais d'enseigner dans des classes à 2, 3, 4 niveaux, voire des classes uniques, il n'y en a presque plus, c'est aussi presque un autre métier que d'avoir un CM1, tout le monde à le même niveau en ville. Si vous enseignez en ville, c'est très différent d'enseigner à la campagne. Si vous enseignez au centre de ville de Lille, dans des milieux ultra favorisés, c'est très différent que d'enseigner dans certains quartiers de Lille. Donc, simplement sur les différents postes qu'on peut avoir, vous êtes sur des publics très différents et donc des métiers très différents. Donc, simplement ça,
c'est déjà extrêmement intéressant. Après, et évidemment, c'est la même chose pour le collège et le lycée. Si vous viennent terminal, c'est pareil, les quartiers, c'est pas pareil, avec différents lieux où exercer, etc. Alors, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et par ailleurs, vous avez des tas de possibilités d'autres choses. Vous pouvez passer une certification pour devenir formateur d'enseignants. C'est-à-dire que vous accueillez des jeunes stagiaires, vous donnez, nous, on a plein d'enseignants qui sont dans notre classe, qui viennent donner des cours à la fac de leur pratique, de comment on construit une séance, comment on construit une séquence, etc., etc. Et qui, par ailleurs, accueillent des stagiaires aussi. Ils vont voir les stagiaires dans leur classe pour leur donner des conseils. Donc ça, on peut passer une certification de formateur. On peut aussi passer une certification pour travailler dans tout le champ du handicap. Alors, handicap moteur, handicap mental, handicap comportemental, etc. Ça aussi, c'est possible. On peut aussi passer des concours pour devenir instructeur. C'est aussi un autre type de métier. On peut aussi passer des concours pour partir dans le champ des chefs d'établissement. J'ai des collègues ex-instit, qui sont devenus chefs d'établissement collège-lycée. Je peux aussi passer des concours internes parce que j'adore l'histoire géo. Je suis professeur d'école, mais finalement, j'aimerais bien devenir prof d'histoire géo. Je passe un concours interne pour devenir prof d'histoire géo. Et à l'inverse, je suis prof d'histoire géo. Finalement, j'aimerais beaucoup développer l'aspect polyvalent de professeur des écoles. Donc, je passe un concours interne pour devenir professeur des écoles. Vous voyez, il y a des tas de choses petites comme ça. Je pense que c'est important. Vous pouvez aller aussi enseigner à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Ce n'est pas du tout linéaire et c'est une des richesses extraordinaires. Je suppose que pour prétendre à être maître formateur, il faut un temps déjà d'exercice. C'est ça. C'est ça. Il faut au moins 5 ans de pratique. Hein, et puis après, on postule. Alors, on a une formation pour préparer des certifications, mais on a moi, j'ai déjà vu des anciens étudiants devenir maître formateur au bout de 5 ans. Je pense qu'ils auraient presque pu le devenir au bout d'1 an. Voilà, il y a quelques étudiants, c'est pas fréquent, mais des stagiaires qui sont excellents dès le début. Mais il y a effectivement, il faut bien sûr une pratique qui rentre en ligne de compte. Voilà. Ça va? Pas d'autres questions? Alors, pour devenir professeur d'école, je me permets d'insister un petit peu là-dessus parce que nous, c'est ce qu'on fait à Lille spécifiquement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on va faire n'importe quelle licence. Alors, excusez-moi, juste avant sur évidemment, la diapo précédente. Voilà. On peut, le principe pour passer un concours de la fonction publique premier ou second degré, c'est qu'il faut un bac plus 5. Donc, moi, je vous ai donné, là, je vous parle de la voie royale, c'est-à-dire licence, ou master MEF, qui va bien vous préparer et au concours et au métier. Mais dans les textes disent bac plus 5. Donc, vous pouvez très bien aussi faire complètement autre chose. Et on a des étudiants qui sont comme ça. Vous devenez avocat, vous devenez ingénieur, vous devenez vétérinaire, vous devenez chargé de com, vous avez fait l'école de communication. Et puis, vous avez un bac plus 5 et vous passez le concours. C'est le même que pour le master. Vous le réussissez. Vous devenez aussi professeur des écoles. Vous voyez, il y a deux choses différentes. Il y a la formation master qui va vous former à ce métier-là et préparer au concours. Et vous pouvez aussi avoir le master sans passer le concours. L'inconvénient d'avoir le master sans passer le concours, c'est que après, vous êtes diplômé, on sait que vous êtes formé pour être enseignant, mais vous n'avez pas de place assurée. C'est-à-dire qu'après, vous allez postuler à l'inscription en disant, voilà, moi j'ai un master 9, premier degré, si vous voulez me recruter parce que vous avez besoin de quelqu'un, vous pouvez me recruter. Et l'inspection, alors si vous êtes à Créteil, vous recrutera tout de suite parce qu'il manque un prof. Si vous êtes à Montpellier, avant, on recrutait aucun contractuel, et ça commence à se faire un petit peu, quand il y a des besoins très forts, parce que, à un moment du Covid, par exemple, il y a eu quelques mois, beaucoup de recrutements contractuels, parce que la prof n'était pas là. L'inconvénient de ne pas avoir le concours et d'être recruté comme ça, c'est que vous n'avez aucune idée si vous aurez du travail l'année prochaine ou pas. Sur une académie comme Montpellier, je crois. C'est à Créteil, donc du travail tout le temps. Et puis, ce n'est pas tout à fait les mêmes salaires, ce n'est pas le même avancement, il y a plein d'inconvénients. Et ce que je veux dire, c'est que on peut avoir un master MEF sans avoir le concours, il y a quand même des possibilités de travail. C'est ce que l'on classe CDD sur 1 an. En contrat. Ça, ça peut être même sans, même pas sur 1 an, ça peut être 3 mois, ça peut être. Absolument. Alors, je reprends cette diapo-là.
Donc, nous, on s'est dit, il y a quelques années, la faculté d'éducation, enfin, un petit groupe de formateurs, qu'il fallait absolument qu'on puisse créer une licence, il y a maintenant 5 ans, pour former correctement les professeurs de musique. Parce qu'avant, depuis 200 ans, parce que ça fait pas 200 ans que le master existe, mais notre école, là où on travaille avec l'éducation, c'est l'ancienne école normale de garçons de Nîmes, il y a plus de 200 ans, puisqu'elle date de 1800 ans. Donc, ça fait 200 ans qu'on forme des instituteurs et dans cette école. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 5 ans, on prenait les étudiants au niveau master, c'est-à-dire que les étudiants faisaient des licences de histoire géo, français, psycho, secondaire éduc ailleurs, etc. Et nous, on les inscrivait chez nous quand ils postulaient. Mais 2 ans de formation pour devenir enseignant, pouvoir tout enseigner, toutes les disciplines et avoir les compétences pédagogiques, etc., c'est très court, d'autant plus que ce n'est même pas 2 ans, puisque la deuxième année, il y a du stage, etc. Donc, on a réfléchi à ça et on a créé une licence qui s'appelle licence pluridisciplinarité de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui a donc démarré il y a 5 ans. Donc, la première promotion va sortir là, pour ceux qui ont fait tout le cursus, va sortir, on va les master 2, ils vont passer cette année. Donc, évidemment, on est très attentif à voir les résultats cette année, il y aura master cours et très optimiste parce que la majorité d'entre eux sont vraiment à un très bon niveau. Donc, cette licence n'est pas la 3PE ou la PPPE dont vous avez peut-être entendu parler, je vous en parlerai après si vous le souhaitez. Elle a même anticipé la 3PE, c'est un dispositif national qui a été créé après cette licence-là. On a un peu été précurseurs de cette histoire-là. Et donc, l'idée de cette licence, c'est vraiment de former dès la première année des étudiants qui souhaitent préparer le concours professeur des écoles, parce qu'il n'y avait rien de spécifique, et de faire acquérir des connaissances et des compétences pluridisciplinaires et professionnelles indispensables à la réussite au concours. Donc, on a réfléchi à la manière de faire. Qu'est-ce qu'on voulait faire à cette licence pour former correctement les étudiants, les enseignants. Donc, si semestre est parti de 3 ans de cycle original, les licences comme ça, on travaille toujours par semestre, septembre, décembre et janvier, juin, toutes les licences comme ça. 250 heures par semestre, 30 unités d'enseignement en licence, parfois aussi, ce n'est pas des disciplines, vous avez pas mal de français, etc. C'est des unités d'enseignement, alors, peuvent être très différentes. Moi, par exemple, j'assure des unités d'enseignement d'accompagnement de stage ou de méthodologie professionnelle. Il y a des unités d'enseignement sur les fondamentaux en maths, il y a des unités d'enseignement sur résoudre des problèmes. Il y a plein de choses différentes. Sociologie de l'éducation, psychologie de l'enfant, il peut y avoir des tas de choses différentes. Et cette formation, pas important et indispensable à comprendre, elle est structurée par un référentiel de 8 compétences cognitives, méthodologiques et relationnelles et inscrites dans des dispositifs pédagogiques innovants. On est des toutes petites promos. Selon les sites, c'est soit un groupe, donc 37 étudiants, soit 2, 74, 75 étudiants. Il n'y a aucun cours magistral, c'est-à-dire que c'est des classes, c'est des cours en TV, c'est des TV avec beaucoup de dispositifs, ou de travaux coopératifs, ou de travaux dans les écoles, etc. Alors, essayons vraiment d'être dans l'innovation, parce que c'est l'idée aussi de former des enseignants qu'on voudrait avoir après des étudiants qu'on voudrait avoir comme ici. Alors, pour que vous compreniez les 8 compétences et l'esprit de cette licence, et voilà, développer, exercer sa pensée critique, communiquer de façon adaptée, exploiter l'information, développer, exercer sa créativité, résoudre des problèmes, développer des relations non violentes à soi, à l'autre, au groupe, coopérer et travailler en équipe et se donner des méthodes de travail efficaces. Alors, vous allez dire, mais là-dedans, où sont les disciplines? Elles sont dans ces compétences, évidemment, c'est-à-dire que résoudre des problèmes, on va l'aborder en maths, mais aussi on va l'aborder en sciences, on va aussi l'aborder en histoire géo ou en EMC, et résolution de problèmes, c'est transversal à l'état discipline. Voilà l'idée, c'est approche par compétence. Le cursus de formation, que fait-on en L1? On interroge les savoirs disciplinaires de l'école, on est vraiment sur l'approfondissement des savoirs disciplinaires, mais dans la question aussi de définition. En L2, sur le semestre, on appelle le semestre 3, c'est-à-dire de septembre à décembre, c'est aussi, on est toujours un peu sur la suite de la L1. Et puis, il y a quelque chose de très, très innovant chez nous, c'est que sur tout le semestre 4, c'est-à-dire là maintenant, de janvier à juin, nos étudiants ne les voient pas. Parce qu'il y a 3 possibilités. Soit ils vont valider leur semestre dans une université à l'étranger, ou en langue anglaise ou espagnole. Donc là, on en a plusieurs qui sont à Copenhague, à l'université de Copenhague, et qui vont valider un semestre
qui est dans une université qui est à peu près même plus que nous, hein, qui ressemblerait un peu à des sciences de l'éduc, mais à Copenhague ou en Espagne ou ailleurs. Il y a plusieurs disciplines, on est partenaire de plusieurs universités. Et puis, 2 stages longs de 2 mois. Donc, dans ces stages longs, il y en a un qui est ce qu'on appelle un stage ECS, sur des structures ou à caractère éducatif, ou culturel, ou social. L'idée étant que si vous restez chez nous, vous allez devenir enseignant, il faudrait que vous voyez aussi autre chose que l'école, et donc découvrir la société telle qu'elle est et faire un projet dans, par exemple, une structure type la Croix-Rouge, type médiathèque, type un musée, type un centre local, etc. Et développer un projet là-dedans. Donc ça, c'est un projet de 2 mois. Et pour ceux qui le souhaitent, soit il y a 2 stages comme ça de 2 mois sur une structure de ce type-là, soit il y a un stage comme ça et un autre stage à l'étranger, dans une école, on vous trouve, hein, on a des partenariats partout dans le monde, et vous allez donc être dans une école en observation et en prenant un petit peu en charge certains enseignements qu'on vous pouvez, il faut se demander, notamment du français, l'initiation au français pour des élèves. Et donc ça, c'est une occasion exceptionnelle d'aller découvrir un système scolaire autre, ailleurs, une société, des élèves, des familles, des parents. Et donc ça va de l'Espagne l'Italie, à Chypre, toute l'Europe du Nord, la Finlande, l'Angleterre, l'Allemagne, Malte, le Mexique, le Costa Rica, le Laos, le Cambodge. Enfin, il y a des destinations absolument extraordinaires. Alors, ce n'est pas 2 mois de tourisme, hein, c'est bien sûr aussi de découvrir le pays, mais c'est vraiment 2 mois d'immersion et d'expérience de découverte et vraiment, encore une fois, exceptionnelle. Parce que de pouvoir être dans une école et d'intégrer comme ça, de vivre dans le pays comme ça, sans être un touriste, voilà. Donc là, cette année, on a sur 74 étudiants, on en a 60 qui partent, soit ma foi, ils sont partis maintenant, soit ils partiront Alors, en L1, je vous dis rapidement, il y a déjà un petit stage dans une école. Et en L3, il y a à nouveau un stage école où là, vous allez vraiment mettre en place. En L1, c'est plutôt un stage d'observation. En L3, c'est à vous de mettre en place des séances, des concevoir et des mettre en œuvre. D'accord ? Rapidement aussi, en L3, certains d'entre vous, enfin, certains étudiants en L2 se disent finalement, je n'ai pas envie de devenir professeur des écoles, je ne suis pas sûr, pas très sûr. Donc, il y a des voies de diversification possibles en L3, plutôt pour devenir CPE, hein, avec une voie vie scolaire éducation, ou plutôt pour aller vers la médiation artistique et culturelle, une autre proposition. Je finis. Donc, après, ça, c'est toutes les indications Parcoursup, il y a un petit document, donc je ne vais pas m'arrêter. Donc, dans ça non plus. Je voulais juste vous donner deux infos importantes. Ça, pour nous contacter, vous l'aurez là. C'est deux dates importantes. Alors, je ne sais pas si vous dites ou pas. Le 26 janvier, on est sur le salon lycée Avenir à Nîmes et avec les étudiants pour les présenter la licence. Et autre date très intéressante, donc ça aussi, ça sera là, mais je vous explique, c'est les journées portes ouvertes, c'est à Montpellier. En fait, on ne fait pas une journée porte ouverte par site, même si on peut vous faire visiter le site si vous le souhaitez, si vous venez chez nous l'année prochaine. Mais là, le 11 février, c'est tous les sites qui se retrouvent sur le site de Montpellier pour présenter la licence, tous les masters, le premier, second degré, CPE, documentaliste, etc. Avec, donc là, vous pouvez rencontrer tous les formateurs de tous les sites et plein d'étudiants. Et il y a des conférences qui présentent aussi les licences et masters. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est à samedi, c'est à Montpellier, il faut y aller. Mais renseignez-vous vraiment sur le. Je vous laisse les coordonnées. Vous pouvez aller sur le site de la faculté d'éducation, vous aurez toutes les précisions. Voilà, je voulais quand même vous apporter une précision, c'est que cette licence, ces licences proposées par les vous procurent en réussite les 180 ECTS obligatoires pour suivre en post-licence. Ces crédits, ce sont des crédits européens. Et donc, comme disait Madame Bruno, effectivement, vous avez toutes les équivalences quand vous partez à l'étranger pendant le cursus. Donc ça pose aucun problème. J'avais juste une toute petite question. Quand on revient de l'étranger, au bout de 2 mois, on rend compte, comment? Alors, on a l'expert. Voilà. Soit c'est une validation complètement dans le semestre Erasmus, là on ne rend compte de rien, c'est-à-dire qu'on valide ces vœux dans l'université où on est.
Mais par contre, quand on revient de l'étranger, on a un rapport de stage à faire et on est noté, comme le rapport de stage en France, en fait, on est noté sur les 2 stages qu'on va faire. C'est très important d'ailleurs, parce qu'on n'a que 2 notes pour valider le semestre. Donc là, il ne faut pas se rater sur son rapport de stage. Tout à fait. Voilà. Vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, parce que là, vous êtes vraiment au fait et vous pouvez avoir toutes les réponses possibles concernant cette carrière. Ah. Oui. Est-ce que commencer mes journées au moins 1 heure pour voir un cours, comment ça se passe pendant ces pratiques? Sur à la fin. Alors, c'est un peu difficile. Enfin, alors, on l'a jamais fait, et surtout, c'est très différent, en fait, selon les disciplines, selon les journées, selon les. Donc, bon, c'est de la part qui me demande qu'on n'a jamais fait. Quoi. Mais si vous voulez, en fonction de. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, si je peux me permettre. D'abord, les cours, c'est 2 heures, les TD, c'est toujours 2 heures ou 4 heures. Hein. Et en fait, ça dépend complètement. Si vous voulez, une UE, elle a une cohérence, c'est-à-dire que nous, les philosophes en licence, ils vont avoir, vous voyez, moi, par exemple, sur l'UE de méthodologie, on va travailler sur le concept la semaine prochaine. Le premier DD, je vais leur faire deviner ce que c'est qu'une chaîne par le concept, les critères essentiels de ce que c'est qu'une chaîne. Pour leur faire comprendre la notion du concept. Ça, donc, ça va être un truc oral. La semaine suivante, c'est eux qui vont jouer un jeu de concept. Le jeu peut-être, je peux utiliser en stage. La semaine suivante, ils vont avoir à chercher, faire une recette vidéo. Vous voyez, en fonction de. Et la semaine d'après, ils vont travailler en groupe sur une carte mentale, etc. Donc, c'est un peu. Je pense que c'est pas très. Je crois que c'est prévu pour rencontrer les étudiants plutôt que de voir en groupe. Si vous pouvez venir au salon lycéen, mais à mon avis, c'est encore mieux d'aller, si vous pouvez rencontrer, voilà, c'est bien. Je voulais aussi vous dire que pendant votre année de terminale au lycée, vous avez la possibilité de faire un stage d'immersion dans une école. Ça peut être très intéressant aussi pour voir comment fonctionne une séance, pas un cours, mais une séance avec un professeur des écoles. Vous pouvez aussi y assister et sachez que vous avez au minimum 3 jours possibles en convention avec le lycée Albert Einstein. Vous avez toutes et tous une école pas très loin de chez vous, et donc vous avez peut-être la possibilité, vous connaissez déjà un institut, excusez-moi, un professeur de l'école qui sera vraiment volontaire pour que vous observiez comment ça se passe. Ça, c'est très intéressant. Et puis l'autre observation, le diaporama que nous venons de voir, Madame Bruno, est-ce que ce diaporama, je pourrais le mettre sur notre site JMF? Je vais corriger la copie. Voilà. Et puis la remarque très judicieuse. Et à ce moment-là, vous me le faites parvenir, comme ça pour nos lycéens, vous retrouverez ce diaporama sur notre site jmfbagnol.fr. Mademoiselle. On attend la prochaine date de vous. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'année suivante, vous passez l'année suivante. Juste une petite chose aussi, faites vraiment attention si ça vous intéresse. Vous prenez ce petit document qui vous indique où il y a des coordonnées, notamment pour ce degré. Si vous avez des questions plus précises, je vais donner le nom de Éric Favard, qui est responsable de toutes les formations de second degré de la LGE. Et pour Parcoursup, on est sur une mention très bizarre, on est sur la mention sciences et technologies. Je vous le dis parce que si vous cherchez une autre licence, c'est ça. Il y a une autre licence très rapidement, la 3PE. Donc, si espérez qu'il en a entendu parler de la 3PE, pas la PPE, personne. C'est une licence qui prépare aussi, une formation qui prépare au professorat des écoles, hein, voilà, qui existe aussi, qui est un peu différente, qui existe aussi. Donc, simplement, voilà, ce que je vous ai présenté ici, c'est une licence publique qui a l'expérience qu'elle a et qui, pour l'instant, est vraiment. Si de réussite de la licence, on a un très fort taux de réussite, parce que c'est une petite structure aussi, hein, à 95 étudiants, on est dessus. Et ce qu'on voit aussi, c'est que nos étudiants, la première année, là, la première promo, là, j'ai plus les stats exactes en tête, mais je pense qu'il y en a 70% qui sont rentrés en L1, ils sont à L2, donc c'est énorme, hein, parce que c'est pas du. Et les statistiques en université, c'est par exemple, en psycho à l'UNIM, il y a, je crois qu'il y a 60% des gens qui sont en L1 qui abandonnent en L2 pour donner un entité. Il y a une défection très importante. Et nous, en fait, on a beaucoup d'étudiants qui restent.
Et puis, certainement, après, que certains sont devenus, même il y a des fois, mais plutôt être éducatifs pour jeunes enfants, une autre qui a fait un stage en EHPAD, en licence de mais moi, je m'occupais de ça, des personnes âgées, c'est ça mon truc. Il y en a un autre qui est devenu CPE, il y en a. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, grâce au stage notamment, il y a une maturation de chacun, et c'est mieux, c'est une approche accompagnée. Vous voyez, des bifurcations, il y en a une qui est partie sur un master lycée pro, histoire géo français, par exemple. Voilà, il y a vraiment des choses différentes. Bon, la majorité sont plutôt restés dans le parcours professeur d'école. Il y en a un qui est devenu ANSEM, parce qu'il s'est dit, si vraiment ça l'intéresse, l'ANSEM, c'est l'agent territorial de spécialité dans l'école maternelle, c'est les personnes qui accompagnent les enseignants maternels pour les accompagner sur des élèves, pour faire passer les élèves aux toilettes, pour les découpages, pour les nettoyages, etc. Et lui, il s'est rendu compte que c'est ça qu'il avait envie de faire et il n'avait pas le niveau par ailleurs pour faire master. Donc, voilà. Donc, je vous dis là, voilà, n'oubliez pas l'ouverture de Parcoursup en inscription, pour les inscriptions, à partir du 20 janvier, en sachant que depuis déjà le mois de décembre, vous avez la possibilité de vraiment de conforter vos dossiers en regardant par secteur ce qui existe, les écoles, etc. etc. Donc, Parcoursup, essayez quand même d'ouvrir vos vœux, hein, ne pas cibler qu'un seul vœu. Et surtout, vous savez que vous avez une lettre de motivation à faire pour chacun de vos vœux. Cette lettre de motivation, il faut bannir le copier-coller sur Internet. Vous exprimez cette lettre avec... C'est ce que je vais dire, parce que Madame Bruno, elle voit tout de suite que ça, c'est du copier-coller. on regarde tout le dossier. Il vaut mieux que vous exprimiez, mais vraiment, sincèrement, tel que vous êtes, cette lettre. C'est une traduction de votre personnalité. Vous exprimez avec vos mots. C'est ça. De dire, tiens, je vais chercher sur le dictionnaire un mot savant, parce que ça va épater tout le monde, faux. Ça ne sert à rien. Non, c'est tout à fait vrai. D'accord. Vous n'avez pas besoin de mettre une lettre assez succincte. Hein, alors, pas 3 lignes, et qu'on comprenne pourquoi, quelle est votre motivation, est-ce que vous et soyez précis. Nous, on les étudie pour dire en gros pourquoi, pour être sûr que les étudiants ont bien compris où ils sont. Et notamment parce qu'on a un problème avec notre mention sciences et technologies. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que certains étudiants ne regardent plus s'inscrire dans des parcours en disant je veux devenir parfumeur. Et en fait, parce que c'est la mention sciences et technologies, donc ils n'ont même pas été voir le contenu de la licence. Donc, il faut vraiment que dans votre lettre, si vous postulez pour la licence Curie, par exemple, à un moment, vous écrivez quelque part, je veux devenir professeur des écoles, je pense devenir CPE, je veux métier d'éducation, d'être enseignant, vous voyez, ce terme-là, oui, il y a vraiment une place. Je crois que on peut développer des idées, j'ai plein d'idées justement pour intervenir auprès d'un jeune public. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et bien entendu, vous avez compris que si vous faites 5 lieux, vous faites 5 lettres différentes. Parce que sinon, on rentrerait pas. Après, alors, 5 vœux pour nos sites, pour 5 sites, parce qu'on j'ai fait, je crois que c'est des sous-vœux. Oui. Vous pouvez faire évidemment la même lettre sur les 5 sites. Tout à fait. C'est pas, parce que ça, c'est pas un problème, parce que c'est la même formation. Je parlais de secteur privé. Puis ça, effectivement, on voit bien, il y a quelquefois, on a vraiment des collectionneurs qui les perdent. Pourquoi l'année dernière, il y a des expressions. On a retrouvé la même expression sur 10 lettres, mais une expression improbable. Hein. Par extraordinaire, j'ai découvert tout à coup que mon vœu le plus cher était de devenir. Voilà, et ça, pour retrouver la même phrase sur 10 lettres différentes. Donc, c'est très drôle. Bon, celui-là. Ça est tombé sur mon bureau. Non, alors, donc, on est là aussi, nous, CIO, on est présent. Juste pas, si vous décidez. Vous voulez vous interroger sur une lettre, on peut vous apporter des conseils de rédaction. D'accord. Mais écoutez, Madame, on a fini. Oui. Bon, écoutez, Madame Bruno, je vous remercie. Vous avez maintenant en face de vous qui est des réponses. Donc, comme vous le savez, de l'aide de l'IM. Moi, je vous remercie pour vos. Il manque juste 30 secondes de tout ce enregistrement après avoir le vote.